Ils ont tout intercepté, sauf un appel, et je crois que c'est pour ça que je tremble encore quand un téléphone sonne dans une pièce trop calme. Ce soir-là, c'était juste un dîner ordinaire chez nous, la table un peu collante de sauce séchée, le ventilateur au plafond qui faisait ce bruit de gorge fatiguée, et ma mère, Emma, qui avait sorti les assiettes pour les occasions, alors qu'il n'y avait aucune occasion. Mon frère parlait de ses notes comme d'une météo stable, et Jessica, ma tante, hochait la tête avec cette fierté polie qu'on offre aux garçons quand ils respirent correctement. Moi, j'essayais de raconter un truc banal sur un devoir de physique, pas même pour me vanter, juste pour exister dans la conversation. Margaret a souri sans méchanceté, le genre de sourire qui s'excuse avant même de blesser, et elle a dit, doucement, comme si elle parlait d'une préférence de dessert, « Toi, tu as toujours été plus littéraire. Ton frère, lui, il a le cerveau pour ça. » Personne n'a protesté, personne n'a ri non plus, et c'était pire, parce que le silence a validé la phrase comme une vérité familiale. Je me souviens de la sensation précise de la fourchette en métal contre ma dent, trop froide, et de la chaleur qui m'est montée au visage, pas assez pour pleurer, juste assez pour me sentir stupide. J'ai baissé les yeux sur ma serviette comme si elle avait un texte important à me montrer. Et pourtant, à ce moment-là, je n'ai pas répondu, parce que je savais déjà quelque chose qu'ils ignoraient. Ce qu'ils ne savaient pas n'était pas impressionnant, c'était juste quelque chose que je n'avais dit à personne encore. Après ce dîner, je suis montée dans ma chambre en laissant derrière moi le bruit des verres et les voix qui reprenaient leur cours sans moi, comme une rivière qui se referme. Ma porte ne fermait jamais complètement, elle restait toujours un peu ouverte, volontairement, pour l'air, disait Emma, mais je savais que c'était aussi pour l'accès. On vivait dans une maison où les choses circulaient, les nouvelles, les rumeurs, les opinions, et même les objets, surtout les miens. Mon courrier disparaissait parfois de la commode de l'entrée avant que je le voie. Les brochures d'université, ces rectangles brillants qui sentaient l'encre neuve, se retrouvaient mystérieusement sur la table basse du salon, ouverte à la page des frais de scolarité, comme une preuve qu'on me laissait rêver tant que ça restait théorique. Et puis il y a eu l'ordinateur familial, celui du bureau, sur lequel mon frère avait installé des trucs pour la sécurité. Il disait ça comme si c'était une bénédiction, et personne ne posait de questions, parce que chez nous, la technologie était son domaine, son royaume. Moi, je n'étais qu'une utilisatrice tolérée. Je me souviens d'avoir ouvert ma boîte mail un matin et d'avoir trouvé des messages marqués comme lus alors que je ne les avais pas ouverts. Peut-être que c'était un bug, oui, peut-être que j'avais rêvé, mais l'impression est restée, collante, comme une empreinte digitale sur un écran noir. Alors j'ai commencé à faire des choses minuscules, presque ridicules, comme effacer mon historique, changer mes mots de passe, écrire des identifiants sur un papier que je pliais en 4 et que je glissais dans la doublure de ma trousse. C'était le début d'une petite vie parallèle, pas héroïque, juste prudente. Et il y a eu un moment, en regardant la lumière du couloir passer sous ma porte entr'ouverte, où je me suis dit que si quelqu'un fouillait, il trouverait tout, sauf ce que je cachais vraiment. Je n'avais pas le genre de confiance qui te lève la main en classe. J'étais plutôt celle qui attendait que quelqu'un d'autre dise la réponse, même quand je la connaissais, juste pour éviter ce regard qui juge trop vite. Au lycée, un prof avait lâché en rangeant des copies « Les filles, c'est souvent plus appliqué que brillant », et il avait dit ça avec un ton de compliment, comme s'il nous offrait un os à ronger. Sarah, une cousine plus âgée, m'avait un jour tapoté le bras en disant « Tu sais, les études longues ça fatigue une femme, pense à quelque chose de stable », et dans la bouche de tout le monde, stable voulait dire petit, local, sans surprise. C'était comme si on voulait me protéger de moi-même, de cette idée dangereuse que je pouvais viser loin. Alors j'ai commencé à travailler en silence, tard le soir, quand la maison était enfin un peu sourde. Je posais mes livres sur le tapis pour que le bruit des pages ne monte pas. Je faisais des exercices de maths à la lumière d'une lampe de bureau trop blanche, et parfois je devais me lever pour secouer mes jambes, juste pour rester éveillée. Quand j'avais fini un chapitre, je ne ressentais pas de joie spectaculaire, plutôt une sorte de fatigue propre, comme nettoyer une pièce que personne ne remarquera. Je me faisais des fiches et je les cachais dans des manuels plus acceptables, des trucs de littérature, pour qu'on me laisse tranquille. Et j'ai commencé à laisser volontairement certaines conversations mourir, parce que répondre me donnait l'impression de nourrir un animal qui ne serait jamais rassasié. Ce qui est étrange, c'est que je ne cherchais pas de prouver quoi que ce soit, je cherchais juste un endroit où ma tête pouvait respirer. Et un soir, en regardant la lumière du couloir passer sous ma porte entr'ouverte, je me suis dit que si quelqu'un fouillait, il trouverait tout, sauf ce que je cachais vraiment. Le SAT est arrivé comme une maladie qu'on attrape tous en même temps.
À l'école, on parlait de scores comme de signes astrologiques. Ça te définissait, ça te classait, ça te prédisait. Mon frère l'avait fait l'année d'avant, et son 1200 était devenu une anecdote sympathique, presque charmante, parce que ça ne remettait pas en question l'histoire familiale. Lui, le smart, lui, le logique. Quand mes résultats sont arrivés, je ne les ai pas ouverts devant qui que ce soit. J'ai attendu d'être seule dans la salle de bain, assise sur le bord de la baignoire, avec le papier légèrement humide dans mes mains, comme si je voulais effacer la possibilité d'être déçue. J'ai vu 1580 et j'ai eu un mouvement idiot, un petit rire qui s'est étranglé tout de suite, parce que le bruit me semblait dangereux. J'ai reposé la feuille sur mes genoux et je l'ai regardée encore, comme si les chiffres pouvaient changer sous mes yeux. Je ne ressentais pas une joie explosive, je ressentais plutôt une sorte de relâchement calme, et presque immédiatement une peur. La peur que ça devienne public, la peur qu'on me demande comment, et que je n'ai pas le droit de répondre sans paraître insultante. Alors j'ai plié le rapport et je l'ai glissé dans une enveloppe sans l'étiqueter, puis je l'ai rangé derrière des serviettes au fond de mon tiroir. J'ai continué à aller en cours comme si de rien n'était, avec ce secret qui pesait moins comme une victoire que comme une pierre chaude dans ma poche. Ce jour-là, au déjeuner, Jessica racontait à quelqu'un que les tests, ça ne veut rien dire pour les filles, elles stressent trop. Et j'ai mâché mon sandwich en regardant mon plateau parce que je savais que ma vérité, si je la posais sur la table, serait immédiatement reformatée pour servir leur version du monde. Et je ne sais pas pourquoi, c'est là que j'ai compris que je devais choisir mes preuves comme on choisit une cachette. La première fois que j'ai vu Stanford écrit sur une brochure, c'était comme tomber sur une photo d'un endroit trop lumineux pour être réel. Le papier était épais, presque doux, avec ses couleurs propres qui te donnent l'impression qu'une vie peut être nette. Je l'avais récupéré au bureau d'orientation, discrètement, en faisant semblant de chercher un formulaire. Je l'ai mise dans mon sac, entre un cahier et une bouteille d'eau, et pendant tout le trajet du retour, je sentais sa présence contre mon dos, comme un battement. Le soir, je l'ai ouverte sur mon lit, et la lumière de ma lampe a rendu les images encore plus irréelles. Des pelouses, des visages détendus, des laboratoires qui semblaient sentir le métal neuf. J'ai pris mon téléphone pour regarder le portail d'admission, puis je l'ai reposé, parce que le Wi-Fi de la maison me donnait une impression de vitre transparente. Mon frère avait installé un contrôle parental quand j'étais plus jeune, et même si officiellement c'était désactivé, je n'arrivais pas à l'oublier. Alors j'ai commencé à aller à la bibliothèque municipale, celle qui sentait le vieux carton et le désinfectant, avec des néons qui bourdonnaient comme des insectes. Je m'asseyais toujours dans le même coin, près d'une prise, et je faisais mes recherches sur un ordinateur public, lente, méthodique, comme quelqu'un qui prépare une fuite sans drame. Je créais des adresses mail secondaires, je notais des dates limites dans un carnet minuscule. Je me souviens d'avoir pris une photo d'une page Financial Aid et de l'avoir cachée dans un dossier nommé « Recettes ». C'était ridicule, mais ça me calmait. Et puis il y avait cette sensation constante d'être observée, même quand je ne l'étais pas, comme si la maison avait une mémoire qui se transmettait par les murs. Je n'ai parlé à personne de cette brochure, pas même à Amanda, ma meilleure amie, parce que dès que je disais les mots à voix haute, ils devenaient plus vulnérables. Et parfois, en rentrant, quand je voyais un paquet de courriers sur l'entrée, je ralentissais, parce que je me demandais ce qui avait déjà été ouvert avant que je ne touche quoi que ce soit. Quand MIT est apparu dans ma boîte mail un soir, ça n'a pas fait de feu d'artifice. Ça a fait un petit bruit intérieur, comme une pièce qui tombe au fond d'un verre. J'étais dans ma chambre, la fenêtre entr'ouverte sur l'air humide, et j'avais cette habitude de rafraîchir la page, encore et encore, même quand je savais qu'il ne se passerait rien. Le message n'était pas un oui ou un non, pas encore. C'était juste une confirmation, une invitation à compléter quelque chose, une phrase polie qui disait en gros « nous vous voyons ». Et c'était ça, le choc, parce que chez moi, je n'avais pas l'impression d'être vue, j'avais l'impression d'être gérée. J'ai laissé ce mail non ouvert pendant 2 jours, je le regardais, je le lisais dans l'aperçu, et je n'osais pas cliquer, comme si le clic allait déclencher une alarme dans le routeur du salon. Je sais que ça sonne paranoïaque, mais je vivais dans une maison où les surprises ne t'appartenaient pas vraiment. Emma avait cette façon de dire « on partage tout ici », et elle le disait comme une valeur, pas comme une intrusion. Jessica, elle, appelait ça « être une famille », et Margaret, quand elle venait, fouillait parfois dans les tiroirs pour trouver des serviettes, et je la croyais à moitié. Alors j'ai commencé à imprimer des choses à la bibliothèque, à les plier, à les glisser dans des livres que personne ne toucherait, comme un vieux manuel de géographie.
Je gardais aussi des emails dans l'état non lus, parce que ça me donnait l'illusion qu'ils n'étaient pas encore réels. Et il y avait les appels. Le téléphone fixe sonnait parfois pour moi, ce qui était déjà étrange, et quand Emma répondait, je l'entendais dire « Elle n'est pas disponible, de quoi s'agit-il ?» avec une gentillesse un peu trop parfaite. Elle venait ensuite dans ma chambre avec un résumé « C'était l'école, rien d'important ». Et je disais « Ok », même quand mon ventre se serrait, parce que je n'avais pas de preuves. Ce qui est resté, c'est cette sensation que ma vie académique était un courrier qu'on pouvait ouvrir à ma place, et je ne savais pas encore quel prix ça allait avoir. Le nom Yale est entré chez nous par la bouche de Sarah, comme si c'était une plaisanterie. On était à un anniversaire dans une salle louée avec des galons qui perdaient déjà de l'air. Et elle racontait à quelqu'un que les grandes universités, c'est surtout pour les garçons, parce qu'ils n'ont pas peur de partir loin. Je me souviens d'avoir tenu un gobelet en plastique trop fort, au point de sentir le bord plié contre mes doigts. Je n'avais même pas parlé de Yale, je n'avais parlé de rien, mais c'était comme si certaines idées flottaient autour de moi, invisibles, et que les adultes les repoussaient avec leurs phrases avant même qu'elles ne se posent. Plus tard, dans la voiture, Emma a dit « Tu sais, une fille seule dans un endroit comme ça, c'est beaucoup ». Elle a dit « beaucoup » en regardant la route, comme si elle parlait de météo encore, pas de ma vie. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu d'entendre le clignotant, ce tic régulier qui faisait presque office de métronome. Et j'ai juste dit « Je veux juste essayer ». Elle a soupiré, pas agacée, plutôt fatiguée. Essayer chez nous était un mot dangereux, ça impliquait un effort qui pouvait se retourner contre toi et que les autres n'auraient pas apporté. Cette nuit-là, j'ai revu des photos de campus sur mon téléphone, allongé sur le côté, l'écran éclairant mon oreiller. J'ai fait défiler des visages, des bâtiments, des arbres, et j'ai pensé à la façon dont mon frère avait eu droit à une cérémonie pour un prix de science, avec des photos, des applaudissements, un post Facebook de Jessica. Moi, je n'avais même pas le droit à une hypothèse. Alors j'ai écrit une lettre de motivation en chuchotant les phrases à voix basse, comme si les mots avaient besoin de passer inaperçus pour survivre. Et je me rappelle avoir été interrompue au milieu d'une phrase parce que j'ai entendu des pas dans le couloir, et j'ai fermé l'ordinateur si vite que j'ai perdu 2 paragraphes. Ce soir-là, j'ai compris que mon plus grand obstacle n'était pas l'admission, c'était la permission d'y croire sans être interrompue. La première fois que j'ai vu écrit 95 000 $ de bourse renouvelable, c'était sur une lettre pliée en 3 qui avait une odeur légère de papier chauffé, comme si elle sortait d'une imprimante fatiguée. Je l'avais trouvée dans la pile de courrier, coincée entre une facture et une publicité pour des fenêtres. Et pendant 1 seconde, j'ai eu cette certitude froide, quelqu'un l'avait déjà tenue avant moi. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Le pli était trop net et l'enveloppe avait cette micro-déchirure sur le côté, le signe discret d'une ouverture accidentelle. Je l'ai glissée dans mon sac sans la lire. Oui, c'est absurde, qui fait ça? Mais je ne voulais pas que mon visage trahisse quoi que ce soit dans la cuisine. Je me suis assise plus tard sur le sol de ma chambre, dos contre le lit, et j'ai lu la lettre avec les genoux remontés, comme une enfant. Les mots étaient secs, administratifs, et pourtant mon cœur battait trop vite, comme si on m'avait appelé par mon vrai nom. Je n'ai pas célébré, j'ai juste respiré plus profondément, puis j'ai replié la feuille et je l'ai laissée dans mon sac. Cette enveloppe est restée dans mon sac plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Parce que la question n'était pas « est-ce que je peux ?», la question était « est-ce que je peux sans que ça devienne leur histoire ?» Je me souviens d'avoir entendu Jessica dans le salon dire à Emma « Tu vois, elle est sérieuse, mais bon, une bourse, ça arrive parfois, c'est du hasard. » Elle disait ça sans savoir que le hasard était littéralement en papier, à 2 mètres de sel, dans mon sac, sous un manuel de chimie. Et il y avait une autre peur plus sourde. Si je le montrais, ils allaient le diffuser, l'expliquer, l'utiliser. Ils allaient dire « On l'a toujours soutenu ». Alors je me suis tue. Je suis devenue experte en silence, en petites grimaces neutres, en oui qui ne veut rien dire. Et au milieu de cette retenue, je me suis surprise à attendre quelque chose qu'une lettre, une preuve qui ne pourrait pas être interceptée, quelque chose qui arriverait directement à moi sans passer par leurs mains. Princeton est venu à moi par une photo, pas par un rêve. Une fille de mon lycée avait posté une image de sa visite, un bâtiment en pierre, des arbres, un ciel d'automne trop parfait. J'ai regardé cette photo dans le noir, la luminosité au minimum, comme si je consultais un dossier secret. Je n'avais pas prévu de m'attacher à des endroits que je n'avais jamais vus, mais c'est arrivé de façon lente et honteuse. J'ai commencé à collectionner des captures d'écran, des programmes, des témoignages, des pages de labo. Je les rangeais dans un album nommé « Chat », ce qui me faisait rire parfois, un rire silencieux qui m'empêchait de pleurer. Un samedi,
Emma a annoncé, comme ça, en pliant du linge, « On ira voir l'université communautaire la semaine prochaine. Ça te fera du bien de voir quelque chose de réaliste. » Elle a dit « réaliste » comme si c'était un cadeau, et j'ai senti mon estomac tomber. Je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit oui non plus. Je me suis contentée de continuer à plier une serviette en alignant les coins trop soigneusement, parce que c'était la seule chose que je pouvais contrôler. Ce jour-là, mon frère a raconté à la table du dîner qu'un de ses amis avait été pris dans une grande école sans même trop bosser. Et Margaret a dit « Les garçons, ça a l'audace ». Et moi, j'ai pensé à mes nuits, à mes yeux qui piquaient, à mes fiches cachées. Je ne voulais pas de leur admiration. Je voulais juste qu'on arrête de me réduire à une version pratique de moi-même. Alors j'ai fait un truc que je n'avais jamais fait. J'ai imprimé une photo de campus, pas pour la montrer, juste pour la toucher. Le papier était tiède et l'image un peu granuleuse, mais je l'ai glissée dans la couverture d'un cahier, comme un talisman discret. Je me suis dit que je pouvais aimer un endroit sans l'annoncer. Et puis, ce même soir, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il cesse de vibrer, parce que je ne savais pas si répondre allait me protéger ou me trahir. Je n'ai pas encore compris à ce moment-là que les appels manqués finissent toujours par devenir des histoires qu'on se raconte. Le nom Johns Hopkins m'a frappé d'une façon étrange, pas comme un prestige, plutôt comme une porte sur une version de moi qui n'avait pas à demander la permission. J'étais dans un laboratoire de biologie, en train de nettoyer une paillasse, quand mon professeur a parlé d'un article qu'il avait lu, une équipe de Johns Hopkins, et il l'a dit naturellement, sans cérémonie. J'ai eu cette sensation embarrassante d'être en train de rougir pour un endroit. Sur le chemin du retour, j'ai acheté un café trop sucré juste pour rester éveillée, et je me suis mise à étudier dans la voiture stationnée devant la maison, parce que rentrer signifiait redevenir visible. Les vitres étaient froides, la radio éteinte, et les pages de mon manuel se tournaient avec un bruit sec. Je m'installais parfois sur le siège arrière, pied contre le dossier, comme si j'avais 10 ans et que je me cachais. Il y avait aussi les notifications. J'avais appris à désactiver les aperçus sur l'écran verrouillé parce que Jessica avait cette habitude de prendre mon téléphone juste pour chercher une photo quand on était en famille. Un soir, elle a attrapé l'appareil et a dit en riant « Tu caches quoi, un petit copain ?» Tout le monde a ri, même moi, parce que rire était plus simple que dire la vérité. Je l'ai repris doucement, comme on récupère un objet fragile. Et c'est là que j'ai compris que dans leur tête, la seule chose qu'une fille puisse vouloir cacher, c'est un garçon ou une honte. L'idée que je cachais des applications, des essais, des chiffres, ça ne leur venait même pas. Alors j'ai continué à laisser des indices faux, des onglets de recettes, des vidéos de maquillage, des messages anodins. Je me suis construite une façade numérique pour que ma vraie vie académique puisse respirer derrière. Et pourtant, malgré toutes ces précautions, certains mails disparaissaient, certains appels n'arrivaient jamais jusqu'à moi. Je commençais à croire que ce n'était pas juste une sensation. Je commençais à me demander qui exactement tenait le filtre. Northwestern est apparu plus tard, presque par accident, sur une brochure froissée qu'Amanda m'a donnée en disant « Je sais que tu n'iras peut-être pas, mais regarde, c'est joli ». Elle l'a dit en chuchotant dans le couloir, comme si on échangeait une cigarette, pas une idée. J'ai apprécié ce geste plus que je ne pouvais l'expliquer, parce qu'il n'y avait pas de jugement dedans, juste une possibilité. J'ai gardé la brochure dans mon casier, pas chez moi. Mon casier est devenu mon coffre-fort. Des copies de lettres, des notes de recherche, un carnet avec des dates et des mots de passe, des photos de campus imprimées, pliées, cachées derrière une vieille écharpe. À la maison, on préparait des dîners de décision avant même que j'aie décidé quoi que ce soit. Margaret aimait ça, les dîners où l'on parle d'avenir comme d'un plan de table. Elle disait « Alors, tu vas où ?» Et Emma répondait à ma place « On verra, mais probablement pas trop loin. » Et mon frère, lui, était déjà présenté comme quelqu'un qui ira sûrement très haut, même si personne n'aurait su dire où ni comment. Un soir, Jessica a lâché en versant du vin « Les filles n'ont pas besoin de diplôme STEM ». Elle l'a dit avec un sourire doux, presque protecteur, et j'ai senti une colère froide, pas explosive, plutôt une fatigue ancienne. Je lui ai demandé « Pourquoi ?» Juste ça, un mot. Elle a cligné les yeux, surprise, puis elle a ri. « Parce que tu voudras une vie, non ?» J'ai regardé la nappe, les motifs de feuilles, et j'ai pensé « Ma vie, c'est aussi mon cerveau, non ?» Mais je n'ai pas argumenté. Les arguments chez nous finissaient en « Tu es sensible ». Alors j'ai appris une autre stratégie, le retrait. Je me suis mise à répondre avec des phrases courtes, à hocher la tête, à laisser les gens croire qu'ils avaient raison. Et dans ce silence, je me préparais.
Je me préparais comme quelqu'un qui sait que le vrai moment ne sera pas un grand discours, mais un détail qui glisse entre deux phrases, quelque chose qu'ils ne pourront pas récupérer. Je ne savais juste pas encore que ce détail serait un appel. Le premier 125 000 $ full ride n'a pas ressemblé à un moment de film. Ça a ressemblé à moi, assise sur les marches arrière de la bibliothèque parce qu'il pleuvait trop fort pour rentrer, avec une odeur de papier mouillé et de terre. J'ai ouvert un portail sur un ordinateur public, les mains un peu tremblantes à cause du froid et du café. Quand j'ai vu les chiffres, j'ai d'abord pensé que je lisais mal. J'ai cligné les yeux, j'ai relu, et j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, comme un nœud que je portais depuis des années. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je suis restée là, immobile, à écouter la pluie frapper les vitres, et j'ai laissé l'information se poser sans bruit, comme une couverture. J'ai imprimé la page, parce que je ne faisais pas confiance à rien d'électronique chez moi. L'imprimante a craché le papier avec un bruit sec, et je l'ai plié en 4, puis encore en 2, jusqu'à ce que ce soit un petit carré qui pouvait disparaître dans ma paume. Sur le chemin, mon téléphone a vibré plusieurs fois, des appels de la maison. J'ai laissé sonner. Je ne répondais pas parce que je savais déjà que l'appel n'était pas « ça va », mais « où es-tu » et derrière ça, qu'est-ce que tu caches ? Je suis rentrée tard, les cheveux humides, et Emma m'a regardée comme on regarde quelqu'un qui revient d'un endroit suspect. « Tu étais où ?» J'ai dit « à la bibliothèque ». Elle a fait « comme si ce mot était une excuse trop facile. Plus tard, Jessica a envoyé un message « On a reçu du courrier pour toi, mais c'était sûrement rien ». Je n'ai pas répondu. J'ai juste serré le petit papier dans mon tiroir, derrière les serviettes, là où j'avais caché mon score SAT. Je ne voulais pas encore leur donner la forme de mon avenir. Et cette nuit-là, allongée dans le noir, j'ai pensé à quelque chose de simple et terrifiant. Si tout pouvait être intercepté, alors il me fallait une voie qui ne passait pas par la maison. Le 180E Merit Scholarship est arrivé d'une manière encore plus étrange parce que je n'étais même pas dans un bon jour. J'avais raté un bus, mes chaussures étaient trempées et je m'étais disputée avec Amanda pour une chose stupide, une phrase mal comprise. J'étais rentrée à la maison en me sentant petite, inutile, exactement comme il m'avait toujours décrite quand il voulait me ramener sur terre. Dans le salon, mon frère jouait à un jeu vidéo et le bruit des explosions étouffées me donnait mal à la tête. Margaret était là aussi, assise trop droit, et elle parlait de mon cousin qui a déjà une offre de stage, comme si la vie était une liste de cases. Elle a tourné la tête vers moi et a dit, sans agressivité, presque avec compassion, « Community College, c'est plus ton niveau, non ?» Elle a dit ça comme on propose une couverture à quelqu'un qui a froid. J'ai senti mon corps se figer. Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de retirer mon manteau lentement, comme si je mettais ma colère sur un cintre. Et c'est à ce moment-là que mon téléphone, celui que tout le monde connaissait, a sonné. Numéro inconnu. Emma a tendu la main par réflexe, comme toujours, comme si le son lui appartenait. Je l'ai devancé d'un geste si calme que ça m'a surprise moi-même. C'est pour moi. J'ai dit ça sans élever la voix. Juste une phrase, posée. J'ai décroché et je me suis éloignée vers le couloir en entendant derrière moi le silence qui s'élargissait. Une voix a dit mon nom, correctement, comme si elle me connaissait. Elle a parlé d'une bourse au mérite, d'un montant qui m'a fait perdre l'équilibre et de documents à envoyer. Je me suis adossée au mur, les yeux fermés, parce que j'avais peur de tomber. Je répondais oui et d'accord avec une politesse mécanique, comme si je négociais une place dans ma propre vie. Quand j'ai recroché, je suis restée un instant dans le couloir, à regarder la lumière du salon se découper sur le sol. Je savais qu'ils attendaient une explication. Et je savais aussi que, pour la première fois, ils n'avaient pas entendu l'essentiel. Et ça, c'était nouveau. Je n'ai pas annoncé quoi que ce soit ce soir-là. Je suis retournée dans le salon avec mon visage le plus neutre et Jessica a demandé « C'était qui ?» comme si elle avait le droit. J'ai dit « Une école ». Mon frère a levé les yeux une seconde, juste assez pour capter une information qu'il ne pouvait pas classer, puis il a replongé dans son écran. Emma a essayé de sourire, c'est bien, mais son sourire avait cette tension des choses qu'on ne contrôle pas. Margaret a repris son verre et a dit « On verra ». Et j'ai senti quelque chose en moi se déplacer, pas une victoire, plutôt une distance. Je suis montée dans ma chambre et j'ai sorti pour la première fois un vieux téléphone prépayé que j'avais acheté avec de l'argent de babysitting. Il était moche, rayé, et je l'avais gardé éteint la plupart du temps parce que je n'avais pas beaucoup de crédit et parce que l'idée même d'un objet à moi me paraissait presque illégale. Je l'ai allumé et j'ai regardé l'historique, aucun appel, sauf celui que je venais de recevoir sur mon téléphone officiel.
Et j'ai compris, d'un coup, quelque chose de très simple. Ils interceptaient surtout ce qui passait par eux, le Wi-Fi, le courrier, les conversations dans les pièces communes. Mais il existait des interstices, il existait des moments où la maison n'était pas un filet. Je me suis assise au bord de mon lit, la brochure de Northwestern dans les mains, et je me suis demandé combien de choses j'avais déjà laissé se perdre parce que je pensais que tout était verrouillé. Cette nuit-là, j'ai ouvert des mails sur mon téléphone prépayé, en partage de connexion depuis le parking d'un supermarché, parce que je ne voulais pas toucher au réseau de la maison. J'ai téléchargé des PDF, des formulaires, des instructions. Je ne me sentais pas comme une héroïne, je me sentais comme quelqu'un qui apprend à respirer dans une pièce où l'air était toujours rationné. Et pourtant, au milieu de cette organisation, il y avait une tristesse que je n'osais pas regarder. Pourquoi fallait-il que ce soit clandestin ? Pourquoi un simple appel devait-il ressembler à une fuite ? Je ne savais pas encore que cette question allait me suivre même après avoir quitté la maison, comme un bruit de fond qu'on n'entend que dans le silence. Il y a eu un dîner de décision, évidemment. Chez nous, les dîners étaient des tribunaux déguisés en repas. Emma avait fait un plat trop copieux, comme si nourrir pouvait calmer l'inconnu. Jessica avait apporté un dessert pour fêter, mais personne ne savait ce qu'on fêtait. Margaret était assise à la place d'honneur, et Sarah avait envoyé un message « Alors, où elle va ?» comme si j'étais un paquet. Mon frère a parlé de ses plans à lui, vaguement, et tout le monde a écouté avec cette attention automatique qu'on lui donnait depuis toujours. Quand mon tour est arrivé, Emma a dit « Bon, dis-nous ». Il y avait sur la table des brochures, oui, mais c'était celles qu'ils avaient vues, celles qu'ils avaient touchées, feuilletées, commentées. Il manquait la moitié de mon histoire. J'ai pris une gorgée d'eau, j'ai senti le verre froid contre mes lèvres et j'ai dit « J'ai reçu des aides ». Pas « J'ai été prise », pas « Je pars », juste ça. Jessica a souri trop vite. « Oh, c'est bien, ça te permettra de… » Et elle a laissé la phrase ouverte parce que dans sa tête, l'aide devait forcément réduire mes ambitions à quelque chose de domestique. Margaret a demandé « Combien ?» avec cette franchise qui se croit rationnelle. J'ai évité et j'ai senti mon cœur battre contre mes côtes, pas de joie, de fatigue. Alors j'ai dit un chiffre, un seul, pas tous. J'ai dit 125, sans préciser les zéros tout de suite, et j'ai regardé leur visage chercher à comprendre. Emma a blêmi légèrement, puis elle a ri, un rire nerveux. « Tu veux dire 1250 ?» J'ai secoué la tête. « Non. » Le silence est tombé, épais, et mon frère a enfin posé sa manette. Ce moment n'a pas été théâtral, il a été gênant, comme quand quelqu'un réalise qu'il a parlé trop fort. Et je me souviens avoir pensé avec une clarté triste, ils n'avaient pas mal voulu, ils avaient juste décidé à ma place depuis trop longtemps qu'ils ne savaient plus comment écouter. Je n'ai pas donné de discours, j'ai juste laissé le silence faire son travail, parce que pour une fois, je n'avais rien à convaincre. Après ça, il y a eu une période étrange où tout le monde faisait comme si rien n'avait changé, mais où tout avait changé. Jessica m'envoyait des articles sur les filles et le stress, comme si c'était un avertissement. Margaret proposait des listes de choses à emporter, trop pratiques, trop concrètes, comme si la logistique pouvait remplacer l'émotion. Emma se mettait à entrer dans ma chambre plus souvent avec une excuse de linge ou de rangement, et je sentais son regard glisser vers mes tiroirs. Je n'ai pas arrêté de cacher. Même quand j'avais enfin le droit d'avoir des bonnes nouvelles, je les continuais à les tenir près de moi, comme on tient une bougie dans le vent. J'ai aussi commencé à ignorer des appels, pas parce que je voulais punir qui que ce soit, mais parce que chaque sonnerie me ramenait à cette vieille sensation, quelqu'un va répondre à ma place. Et pourtant, il y avait des petites validations qui passaient quand même. Un professeur m'a écrit un mot sur une copie. Tu as une manière rare de penser. Je l'ai relu 10 fois. Je l'ai plié et je l'ai gardé dans mon portefeuille, pas pour le montrer, juste pour me rappeler que mon esprit avait un poids ailleurs que dans la cuisine familiale. Plus tard, à l'université, celle dont j'ai parlé qu'à demi-mois, Stanford est sorti de ma bouche comme un secret mal gardé. J'ai envoyé des photos à Amanda, pas à ma famille. Je ne sais pas si c'était de la rancune, je crois que c'était de la protection, parce que dès qu'Emma recevait une photo, elle la montrait à Jessica, et Jessica la commentait, et Margaret l'a transformée en récit familial. Elle a réussi grâce à nous. Alors je me suis mise à choisir ce que je partageais, avec une précision presque clinique. Et au milieu de cette sélection, je gardais en moi une question qui ne me quittait pas. Si j'étais capable d'exister loin, est-ce que j'étais aussi capable de revenir sans me faire rapetissir ? Je ne parle pas souvent de Phi Beta Kappa parce que quand je l'ai appris, j'étais seule dans un couloir, avec un café tiède et une journée trop longue derrière moi. Ce n'était pas une scène, c'était un email, un mot de plus dans une boîte déjà pleine. J'ai eu une réaction presque embarrassante. J'ai souri, puis j'ai regardé autour de moi comme si quelqu'un allait me prendre en flagrant délit de fierté.
J'ai pensé à Emma, à sa manière de dire « c'est bien », sans trop savoir ce que c'était, et à Jessica qui aurait demandé si ça venait avec de l'argent. J'ai pensé aussi à mon frère, qui m'appelait rarement, et quand il appelait, c'était pour une question technique, comme si mon existence se résumait à être utile. J'ai marché dehors, il faisait froid, et les feuilles collaient au trottoir. Je me souviens avoir attendu que mon souffle se calme avant de rentrer chez moi, parce que je ne voulais pas que ma joie ressemble à une provocation. Plus tard, il y a eu des Graduate Honors, et j'ai porté une robe qui me grattait au cou. Je n'ai pas posté de photos, je n'ai pas fait de longs messages, j'ai juste appelé Amanda et on a parlé d'autres choses pendant 20 minutes, parce que parler d'autres choses était ma façon de ne pas laisser ces moments devenir des trophées. Entre-temps, j'ai commencé à entendre des mots comme « fully funded » pour un programme de doctorat, et ça me donnait la même sensation que le 1580 dans la baignoire. Un relâchement calme, suivi d'une peur. La peur que ça change la façon dont on me regarde, la peur que ça devienne une arme, même involontaire, dans la bouche de ceux qui m'avaient toujours réduit. Et pourtant, au fond, je sentais une chose simple. Je n'avais plus besoin de prouver, je pouvais juste avancer. Mais même à ce stade, je gardais une habitude, laisser certains messages non ouverts pendant quelques heures, juste pour me rappeler que maintenant, c'était moi qui décidais du moment. Je crois que la vraie fin de cette histoire n'a pas été un diplôme ou un travail. Oui, il y a eu un poste avec un salaire qui faisait peur quand je le disais à voix haute, alors je le disais pas. Oui, il y a eu une forme de reconnaissance académique, des gens qui utilisaient mon nom dans des phrases sérieuses, et ça me paraissait encore parfois irréel, comme si on parlait d'une autre. Mais ce n'est pas ça qui me revient la nuit. Ce qui me revient, c'est la distance. La première fois que j'ai réalisé que je pouvais laisser sonner mon téléphone sans que personne ne l'attrape avant moi. La première fois que j'ai reçu du courrier et que je n'ai pas eu à regarder l'enveloppe pour détecter une ouverture accidentelle. La première fois que j'ai parlé à Emma et que quand elle a commencé à résumer ma vie avec ces mots, j'ai dit simplement « non, ce n'est pas comme ça » et elle a gardé le silence au lieu de se fâcher. C'était petit, c'était fragile, mais c'était réel. Aujourd'hui, je vis dans un appartement où la lumière du matin tombe sur le parquet d'une manière douce et où le seul bruit de fond parfois, c'est ma propre respiration. Je garde encore dans un tiroir l'ancien téléphone prépayé. Je ne l'allume plus, je ne sais même pas s'il fonctionne, mais je n'arrive pas à le jeter, parce qu'il me rappelle qu'il y a eu un moment où tout semblait filtré, contrôlé, interprété, et qu'une seule chose est passée intacte, une voix qui a prononcé mon nom comme si j'étais déjà moi. Je n'ai jamais confronté mon frère sur les interceptions, sur les mails lus, sur les appels perdus. Peut-être que je n'aurais pas supporté la réponse, même si elle était innocente. Alors j'ai choisi autre chose, la paix. Et quand je pense à ce dîner où Margaret a dit « Community College », je ne ressens plus la brûlure. Je ressens juste cette étrange gratitude pour l'appel qu'ils n'ont pas pu attraper, celui qui m'a appris